Ici Jean-Philippe Trottier, re-bienvenue au Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est maintenant midi et 34 minutes. Parlons un petit peu librairie et culture, mais commençons par la culture si vous voulez bien. Quand on en parle, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Parle-t-on d'un marché de biens culturels? Est-ce qu'on parle plutôt du monde des médias et du spectacle? Est-ce qu'on parle, comme les anglo-saxons, d'un groupe et de ses habitudes de vie? Est-ce qu'on parle peut-être aussi d'une minorité privilégiée qui concentrerait le savoir dans des lieux bien précis? Enfin, c'est bien, il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de la culture. Peu importe, mais il y a quand même des lieux de culture et un de ces lieux pourrait bien être la librairie et pas n'importe laquelle. Plus précisément, la petite librairie, celle qui ouvre un univers orchestré par le libraire, comme l'exprime si justement Mathieu Bock-Côté, mon chroniqueur que vous connaissez tous et appréciez certainement. Un univers donc qu'il faut à tout prix sauvegarder. Bonjour Mathieu. Bonjour. Commençons avant de parler de culture, de notre civilisation, pour ne pas dire notre culture. Vous dites dans ce texte qui est paru dans le... Sur mon blog du Journal de Montréal, il y a quelques jours, dans le cadre du débat sur le prix unique ou le prix plancher du livre. Ah oui, d'accord. Notre civilisation a déclaré la guerre à la concentration et chante la dispersion. C'est une belle phrase. Oui, mais d'autant plus qu'elle est vraie. C'est-à-dire, je constate avec ce qu'on pourrait appeler la société de l'hyperlien. La société où l'homme est toujours rivé devant un écran. Oui. Et sur l'écran, il a le contrôle immédiat de ce qu'il fait, de ce qu'il peut lire, de ce qu'il peut voir. Donc, il lit un petit texte, il passe un hyperlien, il passe un autre. Son attention se disperse. Son attention se fragmente, se fracture. Et il n'est plus capable de se concentrer sur quelque chose, sur un objet qui exige méditation. Donc, tout doit toujours aller très vite. Tout doit avoir 1001 points de référence. Sans quoi on se perd et on s'ennuie. Et le livre, dans notre civilisation, est, je dirais, le symbole de ce qui ne doit pas céder. Parce que qu'est-ce que c'est un livre? C'est quelque chose on doit y consacrer plusieurs heures. Il y a une discipline physique de la lecture. Ça, on l'oublie souvent. Il faut s'installer dans un fauteuil, il faut lire, il ne faut pas aller consulter immédiatement son courriel. Il faut un bon cognac, il faut un bon cigare. Tout ça, ça coûte très cher et c'est pour une minorité d'oppresseurs. Ah ben, ça, c'est la version paléo-marxiste de la lecture. Ou néo-marxiste. mais très certainement, il y a, donc, aujourd'hui, quand on vient le temps de lire, comment est-ce possible? Les gens ont leur téléphone intelligent, ils peuvent envoyer des courriels tout le temps, ils reçoivent des SMS, ils peuvent aller sur leur courriel. Donc la lecture, la discipline physique de la lecture, la capacité de se concentrer, d'entrer dans une œuvre, de prendre les premières minutes pour réfléchir. Ensuite, on entre dans le texte, on commence à le goûter, on commence à y réfléchir, on prend le temps qu'il faut pour ça, sans être perpétuellement sollicité par mille et une choses. Eh bien, la lecture est devenue un symbole de cette civilisation qui se fait massacrer par la société du technolien et ainsi de suite. Mais vous opposez, Mathieu Bock-Côté, concentration et dispersion. C'est pas plutôt concentration et accélération? Je crois que par concentration, je dis voilà un livre, voilà un texte, voilà une œuvre. Oui. Et je m'y consacre. Je décide d'y investir du temps sur cet élément seul. Alors que la dispersion dont je parle, c'est un cerveau qui n'est pas capable d'accrocher sur autre chose que la superficie des choses. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on est sur Internet, on lit un article sur Cyberpresse, on clique sur un autre article, ensuite on va voir une vidéo sur YouTube, et au bout d'une demi-heure, on a fait 1000 choses, mais on n'a rien fait. On se laisse avaler par cette société qui donne l'impression de l'hyperactivité, mais qui nous paralyse dans cette hyperactivité, parce qu'elle nous empêche de nous engager sur un projet de fond. Donc, ça peut être quelquefois que ce soit l'écriture, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on écrit des tweets de 120 ou 140 caractères, ou alors on fait des petites entrées sur des blogs ou sur Facebook, mais se consacrer sur un texte, que ce soit le lire ou l'écrire, mais surtout le lire. La discipline physique, mentale, nécessaire à la lecture, et la lecture qui est l'acte premier de notre civilisation, c'est l'acte de la transmission du savoir, c'est l'acte de la transmission, c'est une forme de piété aussi. Je m'incline devant quelque chose qui est plus grand que moi et qui mérite que je m'y attarde. Eh bien, tout cet univers propre au livre aujourd'hui va mal. Et c'est pour ça que je me suis porté à la défense dans ce texte des librairies et des petites librairies, parce qu'ils sont les lieux physiques, ils représentent les lieux physiques où cette civilisation du livre est encore honorée. Vous dites justement, je résume ce que vous dites dans ce texte, qu'est-ce qu'une bonne librairie? C'est un temple, elle ouvre un univers orchestré par le libraire. C'est bien dit, ça. Mais c'est une chose assez importante. Hein. C'est-à-dire, on entre dans une librairie, ce n'est pas qu'un magasin de livres. Ce n'est pas qu'un endroit où sont accumulés des objets en papier avec des pages. Qu'est-ce qu'une librairie? C'est un endroit qui correspond souvent, surtout quand on est d'ailleurs dans des petites librairies, et plus encore chez le bouquiniste quelquefois, la librairie de livres usagés. On entre dans un environnement où le libraire a une attention particulière à ce qu'il vend.
il a une attention particulière à ce qu'il offre. Mais il a pas tout lu quand même. Il a pas tout lu, mais il sait à peu près. Évidemment qu'il n'a pas tout lu, mais il sait à peu près nous diriger dans cet univers. Il a ses préférences. Alors on va voir quelques libraires qui vont être très portés vers la philosophie politique, d'autres vers la littérature, d'autres vers les sciences sociales, ou quelquefois ils vont rassembler tout ça, mais avec une prédilection pour un thème ou pour un autre. Et ce que je remarque d'ailleurs, c'est que sans qu'on parvienne véritablement à les nommer, quand on se promène dans les librairies, on reconnaît que chacun a son style. Alors, entrer dans une librairie, premièrement, c'est entrer dans un univers qui nous invite à l'humilité. On entre là, et qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? Il y a tant de choses que j'ai pas lues et que je devrais lire. Il y a tant de noms qui me disent quelque chose, mais que je n'ai pas lu parce que j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la patience. Donc, c'est une invitation à l'humilité. Mais aussi, on entre dans un univers qui est un continent d'émerveillement. On y entre et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce qui peut être connu, tout ce dans quoi on peut. Il y a le plaisir sensuel de la connaissance. Je vous interromps, Mathieu Bocoté, mais il y a beaucoup de gens qui vont entrer là-dedans et qui vont se sentir écrasés parce que j'ai pas lu ça, je suis un imbécile, alors je sors de la librairie et au moins je serai moins humilié. Humilité ou humiliation? Je comprends cette réaction, mais je crois que c'est le rôle de l'école justement de développer, parce que la réflexion sur le livre n'est pas ça ne limite pas à quelques points de réflexe, quelques points fixes. La réflexion sur le livre, ça implique aussi une réflexion, je l'ai dit, sur la discipline de la lecture, le culte des œuvres, l'admiration, cette vertu d'admiration que nous perdons, cette capacité de reconnaître une légitimité à la verticalité. Voici un maître, voici une œuvre, voici une pensée qui mérite que je m'y attarde. Voilà quelqu'un qui m'est supérieur. Mais voilà une œuvre qui ça jure avec l'idée contemporaine d'égalitarisme. Bien sûr, ça tranche fondamentalement avec la civilisation démocratique. Parce que je l'ai souvent dit, la démocratie est fondamentale mais insuffisante. Elle répond aux exigences de l'organisation de la cité, elle ne répond pas à toutes les exigences de l'âme. Et la civilisation de la lecture, la civilisation du livre nous dit, vous devez travailler sur vous-même pour connaître le monde, pour savoir bien, donc, mais sur le monde social, bien sûr, mais le rapport aux œuvres pour explorer les sentiments humains. Et ce que je remarque, parce que dans ce débat, quelqu'un me dit une fois, je parle de ces librairies qui sont des lieux culturels. Puis je souligne, quand on entre dans une librairie, c'est aussi un endroit où on organise des conférences, des débats, des lectures de poésie, des lectures tout simplement, des exercices d'admiration. Entrer dans une librairie, c'est entrer dans un espace où on pense au ralenti. Ça, c'est une chose importante dans une société où la durée, oui, c'est important. Parce qu'on réfléchit toujours sur à l'instant. On réagit, en fait. Bien sûr. Mais penser au ralenti, en fait, c'est peut-être la simple manière de penser, c'est se consacrer à un texte. C'est accepter, et même quand on écrit, quelquefois encore, faut-il écrire au ralenti. Avec les possibilités technologiques aujourd'hui, les gens veulent écrire un texte, le publier à l'instant sur leur blog, sur Internet, et ainsi de suite. Oui. Or, les petites revues, par exemple, sur le même registre que les petites librairies, les petites revues sont des revues quelquefois un peu confidentielles, mais dans lesquelles on sent le besoin d'écrire un texte qui est supposé durer, il est supposé laisser une trace. On pourra lire encore ce texte dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et il nous dira quelque chose. Donc, c'est toute cette civilisation de la durée, du ralenti, de ces lieux où on entre et on se dit pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures, je me consacrerai à autre chose que moi-même. Et c'est un monde qu'il faut défendre. Alors j'en reviens à cette idée le livre, j'en reviens à cette idée la librairie, j'en reviens à cette idée le libraire. Et bien le jour où nous allons perdre ça, ça va être grave. Puis je fais le lien avec ce que je vous disais. Un ami me dit, mais pourquoi la rangée de livres chez Costco ou chez Walmart ne serait pas un lieu culturel? Ce sont des livres. Et là, je dis, mais c'est réduire le livre, c'est désacraliser le livre, et c'est le traiter comme un produit de consommation parmi d'autres qui aurait la singularité d'être un produit culturel. Donc, il y a des produits culturels, il y a des produits de jardinage, il y a des engrais, puis il y a aussi, par ailleurs, des livres. Et dans un tel cadre, le livre est une pure marchandise, or on ne peut pas le traiter comme tel. Parenthèse, Mathieu. La librairie est un temple, vous parlez de l'âme, de l'humilité, de la piété, du sacré. Je vous coince encore dans un coin, vous voulez pas que je vous coince, mais vous êtes religieux. J'ai toujours dit que je ne suis pas croyant au sens où... oui, ça c'est des étiquettes. Entre vous et moi, personne nous écoute maintenant. Imaginez que le micro est éteint, vous êtes religieux. J'ai tellement un respect immense pour... appelons ça le sacré nomme quelque chose d'autre qu'un fantasme. Le sacré désigne autre chose qu'une fiction dans nos sociétés, ça je l'ai toujours cru. Ce sont les questions fondamentales qui accompagnent la condition humaine, qui sont travaillées par la philosophie, qui sont auxquelles on s'habitue par le travail de la culture, des questions fondamentales, celles de notre mort, de notre fragilité, du fait que nous sommes périssables, c'est plutôt embêtant ça. Le fait que l'âme humaine est un vaste continent, pas très bien exploré, ça me fait penser à une chose. Oui. Pourquoi, par exemple, on en revient toujours aux anciens? Les anciens ont
ou quelquefois aux grandes figures de la littérature, parce qu'ils ont exploré l'âme humaine dans ses profondeurs, dans ses pourtours, dans ses contours. Ils sont allés très loin dans l'exploration des vertus, des passions, du cœur, de l'âme et ainsi de suite. Alors que la rationalité moderne a une tendance réductionniste. L'homme n'est qu'économique, l'homme n'est que politique, l'homme n'est que religieux, diront certains, mais il n'est que. L'homme moderne n'est que. Il y a une forme de réductionnisme anthropologique dans la modernité. Et quand on se tourne vers les classiques, vers les grandes œuvres, et plus là, donc je parle des anciens, mais plus largement les grandes œuvres, c'est parce qu'on rencontre une vision plus riche de l'être humain. L'homme est plus, en fait. Voilà, l'homme est plus plutôt qu'il n'est que. Or, si c'est bien dit, ça. L'homme est plus plutôt qu'il n'est que. Ça, c'est très bien. On retient la formule. Alors, j'en reviens à cette idée qui me semble importante pour que cette civilisation du livre, pour que cette civilisation du texte, pour que cette civilisation de la durée continue. Il faut qu'il y ait des oasis de culture. Il faut qu'il y ait des lieux où, même si la société en général fonctionne sur le rythme du marché, c'est très bien l'économie de marché, c'est très bien de la démocratie, c'est très bien. Mais parce que vous n'êtes pas anticapitaliste. Mais d'aucune manière, je suis un bon libéral de centre-droit en économique comme tout le monde. Mais ce contre quoi j'en ai, c'est la religion du marché. Ce sont ceux, parce que j'ai entendu souvent dans le débat sur le financement de la culture, qu'il faudrait, par exemple, si un produit culturel ne passe pas le test de sa marchandisation, eh bien, qu'il crève. C'est d'une barbarie, c'est la barbarie postmoderne. C'est pas ça la démocratie? Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler, mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Et c'est à ce moment qu'on doit avoir une réflexion sur ces lieux culturels dont je parle. L'idée fondamentale, c'est que cette culture fondamentale, la culture des œuvres, soit accessible à tous, bien que nous sachions que tous ne s'y dirigeront pas. Et c'est pour ça que la culture des œuvres doit être présente à l'école. Ça, je reviens souvent sur ça. Parce que le fils de bourgeois, le fils de médecin, le fils de professeur va d'une manière ou de l'autre rencontrer la culture dans sa vie, d'une manière ou de l'autre. Les gens de peu, qui ont peu de moyens, les gens modestes, et ainsi de suite, où par malheur, la pauvreté économique rime souvent avec la pauvreté culturelle, le seul endroit où on peut rencontrer ces œuvres qui suscitent chez nous, comme disait Aristote, l'étonnement, qui suscitent chez nous l'émerveillement, qui suscitent le désir d'un coup de se transcender par la culture et le savoir n'est pas que encyclopédique, ça devient un savoir existentiel, quelquefois une connaissance sur soi, une connaissance de l'âme, eh bien, c'est par les œuvres. Je ne dis pas que les œuvres littéraires, d'ailleurs, ça peut être aussi la peinture, la musique, le théâtre, mais dans ce texte et dans les autres, je parlais de cette civilisation du livre et la nécessité, donc, de défendre ces lieux culturels avec les moyens qu'il faut. Mathieu Bocoté, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas eu cette chance d'avoir été exposé à la culture avec un grand K. Il rentre dans un de ces temples, cette petite librairie, et puis on lui demande qu'est-ce que vous cherchez, etc. Il sait pas. Il va se sentir humilié, souvent. Est-ce que l'accès à la culture, pour des gens comme ça, ne leur révèle pas, par ricochet et en rétrospective, la pauvreté dans laquelle ils baignent? Très certainement, et ça implique d'ailleurs, on le voit souvent, une forme de ressentiment. Exactement, oui. C'est le l'égalitarisme, c'est souvent un ressentiment, c'est-à-dire, j'entends souvent à propos, par exemple, doit-on avoir un prix unique du livre? Doit-on financer la culture? Doit-on financer l'édition? On entend pourquoi devrait-on financer les loisirs des riches? C'est ça. Bon. Et la réponse à faire, c'est que ce ne sont pas les loisirs des riches, ce sont des œuvres simplement, et par chance, certains, par la naissance ou par la condition économique, qui ont accès plus facilement. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas avilir les œuvres, c'est les rendre disponibles. Donc, comment allez-vous faire ça, alors, avec quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'être exposé à ça dans sa jeunesse? C'est à ce moment qu'il faut dire, il faut rappeler que tout ne se règle pas, tout ne se résout pas par une politique publique. C'est souvent l'obsession des technocrates, on dit on va faire une politique de la lecture, une politique de cinéma. Bon, c'est plus une culture, et notre culture est un peu brisée, une culture, ça se répare lentement. Alors, ça implique d'abord et avant tout, je crois, l'école. L'école doit réintroduire peu à peu le culte des œuvres, le culte des grandes œuvres de l'esprit. Nous devons réintroduire à l'école, et ça va se faire peu à peu, le respect pour ces œuvres. Je veux bien, mais de mon côté, l'enfant qui va à l'école et il se fait donner de la culture, rentre chez lui et il voit un décalage énorme entre voilà, et ça peut donner envie d'aller plus loin par l'école. Ou ça peut le faire devenir schizophrène. Je ne crois pas. C'est-à-dire, à un moment donné, si l'école fait bien son travail, si on y trouve un maître, si on y rencontre une figure d'autorité. Vous notez, dans le cinéma, il y a plusieurs très beaux films qui nous racontent, c'est toujours la même histoire, c'est la rencontre d'un maître. Vrai, oui. Je pense à Mr. Holland Opus, je pense à The Browning Version, je pense même à la version contre-culturelle de tout ça, c'est Dead Poets Society. On rencontre un maître
qui est plus qu'un enseignant. C'est un professeur, c'est plus qu'un professeur, c'est un maître. C'est un passeur, en fait. C'est quelqu'un par qui on accède à quelque chose d'autre. Oui. Il nous met en contact avec des œuvres, il nous met en contact avec une sensibilité. Et la rencontre d'un maître, j'ai déjà écrit un papier où je parlais des grands professeurs, de ces personnes qui, il y en a pas tant que ça dans une vie, et quelquefois il y en a pas du tout. Mais de ces professeurs, on le rencontre, et d'un coup, ils sèment une graine. Ils sèment quelque chose en nous qui va se développer, qui va germer, qui va croître, et ainsi de suite. Et je constate une chose, ceux qui ont rencontré un tel professeur s'en souviennent longtemps. Parce qu'il leur a laissé quelque chose, le désir d'autre chose que leur quotidienneté immédiate, le désir de se transcender. Et dans une société comme la nôtre, où le divertissement, c'est l'autre nom de l'ennui. Parce que je m'ennuie, je me divertis. Donc j'ouvre la télé et j'espère que ça passe. Je vais aller me coucher ensuite, genre 3 heures sont passées sans que je m'en sois rendu compte. Mais je comprends tout ça. Je ne condamne pas notre société, je condamne pas notre monde, rien de tout ça. Mais ce que je dis, ce que je crois, c'est que si peu à peu nous pouvons multiplier ces oasis culturelles, que ce soit, comme je dis, le théâtre, que ce soit l'orchestre, que ce soit la librairie, mais je pense à la librairie particulièrement, si à partir de là, on peut s'assurer que ces institutions soient durables, qu'elles ne se laissent pas donc dans la politique du prix du livre. Je disais simplement, je mentionnais, je suis favorable au prix unique du livre pour une raison simple, c'est pour éviter d'une concurrence déloyale de la part des mastodontes du marché qui viennent écraser, bien sûr, qui viennent écraser le petit libraire. Parce que le jour où on se retrouvera dans une société où il n'y a plus de petits libraires et il n'y a comme livre que ce qu'on retrouve au Costco, au Walmart, mais c'est une société appauvrie. On me demande, et le consommateur là-dedans, et je réponds, et le lecteur. Et le lecteur, j'entends par là tout citoyen qui un jour est traversé par cette idée, peut-être y a-t-il quelque chose de plus. Alors préserver ces institutions, préserver ces lieux, préserver ces endroits où les œuvres sont à l'honneur, eh bien il faut ensuite les multiplier. Il faut que l'école développe le goût d'aller plus loin, développe le désir d'aller plus loin. Et je crois que si nous prenons conscience, appelons ça de la pauvreté anthropologique ou culturelle, de la perte moderne. Moi, j'appelle ça, c'est un thème sur lequel je reviens souvent, c'est la perte moderne. Eh bien, d'un coup, notre société ressentira ce besoin d'autre chose que la civilisation massifiée, aplatie, horizontale. Mais elle aura perdu comme le petit pousset, elle aura perdu les cailloux qui la ramènent à sa tradition, non? Ah, ben, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, la tradition, on peut la retrouver. C'est le paradoxe. Autrefois, la tradition nous choisissait. Désormais, on peut choisir la tradition. Oui, mais si on n'a plus le goût de cette tradition, on va s'en inventer une parfaite à la mesure de nos carences. Je ne crois pas parce que lorsqu'on découvre une œuvre, et ça va toujours marquer, quand j'ai commencé à lire, on lit. Il y a une note de bas de page. La note de bas de page réfère à un livre qu'on n'a pas lu, mais qui semble intéressant. On va lire l'autre livre. On lit un autre livre, on tombe sur la référence ou le premier. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a un corpus des œuvres. Et ensuite, on a ses préférences. On a le droit de détester certains classiques. Hein. Ça, on l'oublie quelquefois. Les gens, parce qu'ils ont un rapport mort à la culture, souvent, ils se disent, par rapport à la musique classique, souvent, ou à la littérature, parce que c'est ancien, je dois tout admirer. Et parce que c'est classique, je dois tout admirer. Non. Ce qu'on constate, d'ailleurs, c'est que certaines œuvres sont, pour ceux qui ont une relation vivante et riche avec la culture, eh bien, certaines œuvres, on les aime, d'autres, on ne les aime pas. Mais à tout le moins, ils ne le laissent pas indifférent parce qu'elles culturalisent, elles thématisent, elles explorent d'une manière singulière l'âme humaine, les rapports entre les hommes, le rapport aux institutions, les questions fondamentales qui font la permanence de notre humanité. Et c'est pour ça que quand j'entends le débat sur la culture, quand j'entends le débat sur le financement de la culture, quand j'entends qu'il faut réduire ça de pure considération économique, je deviens fou. La place des arts et des lettres dans la cité est fondamentale parce que elle permet à chacun de cultiver son âme, pour le dire ainsi, pour prendre soin de son âme, et parce qu'elle fait même de nous de meilleurs citoyens, parce que ça nous fait voir le monde autrement qu'à partir de la petite lorgnette de nos intérêts privés et à partir de le petit point de vue de la comptabilité. Mathieu, écoutez, je vais devenir populiste pour une seconde, si je ne le suis pas. Ne vous gênez pas. Vous êtes habitué à ça, j'imagine. J'entends très bien des gens dire, oui, mais il y a beaucoup d'artistes ou de gens cultivés qui veulent surtout pas aller à l'est de Montréal, qui veulent surtout pas fréquenter les pauvres, qui veulent surtout pas. Alors eux, c'est Paris, Washington, Londres, et puis on est entouré d'un désert d'inculture. Il y a beaucoup de cette attitude-là chez les gens cultivés qui, eux, dépendent de la culture subventionnée. Ah, il y a souvent chez les... personne ne veut ici faire un portrait idéal des artistes en général. Ce que je constate, ça veut dire qu'on se permet souvent d'en faire un portrait généralement mauvais et ça dérange peu. Mais l'idée, oui, effectivement, le mépris envers le populaire, le mépris envers le commun, le mépris envers les gens ordinaires, c'est un des pires mépris qui soit. Et on le voit beaucoup au Canada et au Québec, qui sont deux sociétés qui sortent du colonialisme, mais qui regardent encore du côté de Paris, de Londres, et ci et ça.
Et dès que quelqu'un issu d'un milieu modeste grimpe, il a un bac en littérature ou en musique, tout de suite il se gonfle. Tout de suite il se pavane. Oui, tout de suite le Québec devient trop petit pour lui. Exactement. Et c'est à ce moment que je pense à Fernand Dumont. Ah oui. Fernand Dumont, ce grand sociologue, grand philosophe, grand intellectuel québécois, d'héritage canadien-français dans son cas, la formule est assez exacte. Fernand Dumont trouve à partir de la condition québécoise. Fernand Dumont dit, l'intellectuel d'une petite société, d'une petite culture, d'une petite nation est toujours amené à réfléchir sur les conditions de son œuvre. Tout à fait. Parce qu'il sait qu'il appartient à une société précaire, fragilisée, qui toujours peut disparaître. Hein. Petite nation, Kundera. Eh bien, Fernand Dumont Milan Kundera qui parle des petites nations, qui nous dit qu'elles sont conscientes de leur précarité et qu'elles ne sont intéressantes que pour elles-mêmes. Pour la grande nation, la petite nation, c'est une tribu périphérique prémoderne appelée à disparaître. Pourquoi s'entêter dans une différence insensée? Tout à fait. Eh bien, Fernand Dumont, à partir de l'œuvre, de la société québécoise, de la culture québécoise et des questions qui la traversent, des questions existentielles qui la traversent, va faire une œuvre immense en philosophie de la culture, en théorie de la culture, en sociologie de la culture. Fernand Dumont, si on lit son œuvre aujourd'hui, je dirais de manière détachée, c'est-à-dire sans un culte, sans prendre pour acquis que tout ce qu'il a écrit est génial, on se retrouve quand même devant un philosophe immense du XXe siècle qui a réfléchi avec une profondeur aux questions de l'appartenance culturelle, de l'universalité de la culture, le rapport entre universalité et enracinement à partir de notre propre réalité. Donc de la culture québécoise, si on la prend au sérieux et qu'on la porte comme un enfant, comme disait Dumont à Serge Quentin, alors si on est capable de porter cette culture, ce pays comme un enfant, on est capable ensuite de voir que notre culture a un potentiel d'universalité. Mais effectivement, ceux pour qui la promotion sociale vient avec le dénigrement des origines, c'est à condamner. On peut espérer, cela dit, que ce soit pas le cas très souvent. Jean-Paul Desbiens est un autre exemple aussi. Oui, bien sûr. Et Serge Quentin, évidemment. Gérard Bergeron, pour en nommer d'autres aussi. Aussi, oui. Mathieu Bocoté, peut-être? Ah, ça, c'est très gentil. Je pose la question, je n'affirme rien. Je pose la question. Ah, mais je croyais que vous affirmiez. Non, je ne suis qu'un animateur ici. J'affirme rien du tout. C'est pas dans mon métier. Mais écoutez, tout ça, c'est très intéressant. Donc, on parlait du livre. Vous avez écrit un texte dans le blog du Journal de Montréal, dans votre blog à vous. Évidemment qu'au Québec, votre questionnement est encore plus aigu. Ouais, parce que Jacques Godbout me disait une fois dans un entretien, tu fais sur le blog d'ailleurs, il me dit: notre culture est encore au stade de l'oralité plutôt d'une culture littéraire. C'est-à-dire les Québécois sont très bons pour chanter. Là, on a vraiment un talent incroyable au niveau de la tradition orale. Ici, c'est assez incroyable. Les trésors de la tradition orale du chant populaire, c'est absolument remarquable. Une inventivité dans cette culture qui m'étonne et qui m'émeut. Et chez les Acadiens aussi. Ah oui, absolument. Mais donc, c'est par là que sa culture s'est transmise. Et le rapport aux lettres, aux œuvres, a été longtemps confié à une caste. C'est-à-dire le clergé. Le clergé était dépositaire de notre tradition culturelle. Il la portait. Le jour où nous avons aboli l'importance de l'Église, c'est moi qui parle plutôt que Godbout, lorsque nous avons aboli l'influence de l'Église sur notre société, eh bien, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'institution qui a pris le relais dans l'entretien, dans le rapport aux livres, dans le rapport aux œuvres de l'esprit. Le ministère de l'Éducation a essayé, mais sans trop de succès. Et je constate que personne n'a pris le relais du catholicisme dans la diffusion de la culture québécoise. Le projet a été fait. Le projet a été fait par les gens que je nommais. Fernand Dumont, Jacques Godbout, Gérard Bergeron, Léon Dion. On pourrait en nommer d'autres. Ils ont eu ce projet. Denis Arcand. Mais ce que je constate, c'est que si le projet a été repris, il n'a pas abouti autant qu'on l'aurait souhaité. Donc, comment faire en sorte de reprendre, non pas l'Église telle qu'elle était, la reproduire, ça serait insensé, mais reprendre ce projet qui a suivi la chute de l'Église, reprendre ce projet d'un rapport authentiquement québécois aux œuvres de l'esprit, pour s'assurer que le livre ensuite féconde notre culture, comme il peut le faire, et comme ça nous transformera. Je crois que ça, c'est un merveilleux projet, non pas de révolutionnaire, mais de réparation culturelle. Mathieu Bocoté, je crois que je vais vous engager, ou on va vous engager comme publicitaire à Radio Ville-Marie, parce que vous nommez une de nos missions, justement, qui est de rendre accessible cette transmission et à tous les échelles de la société de cette grande culture. Et vous le réussissez. Vous êtes bien... Ah, là, vous affirmez ou vous posez une question? J'affirme. Vous avez le droit d'affirmer. Bien sûr, j'en profite. Vous êtes le chroniqueur et l'invité. Moi, je ne suis que l'humble journaliste, n'est-ce pas? Mathieu Bocoté, merci beaucoup. C'était un plaisir. Dans une semaine. Au revoir.